Bien, bonsoir à toutes et tous. Donc, nous continuons notre exploration des ruptures créatrices. La semaine dernière, avec Luca Antignani, nous avons découvert une approche, disons, musicale de cette question des ruptures créatrices. Et là, nous allons passer donc avec Magali Faner-Goutorp, qui est professeure à l'École centrale de Lyon. Nous allons découvrir une approche donc matérielle à l'aune des microscopes et du développement, 5 siècles de développement des microscopes au service du vivant. Et donc, on va voir justement comment certaines ruptures induisent des évolutions matérielles. Magali, vous avez la parole. Merci beaucoup. En effet, je suis professeure à l'École centrale de Lyon et je suis physicienne de formation et spécialiste en recherche de microscopie champ proche et que je vous présenterai à la fin de mon exposé. Lorsque Schell a proposé le thème des ruptures créatrices, il m'a semblé intéressant de proposer un cours sur le développement de ces microscopies au cours des siècles, et en particulier son apport en biologie en médecine. Donc je ne suis pas du tout biologiste, mais j'utilise la biologie et la médecine pour illustrer, si vous voulez, les images que je vais vous présenter. Donc pour cela, il a fallu surmonter un certain nombre de verrous technologiques assez importants, et puis parfois, il faut même développer de nouvelles théories. Donc on va voir tout ça. Et chaque classe de microscope constitue une rupture créatrice, en fait, avec l'ancienne, permettant de voir de mieux en mieux des objets de plus en plus petits. Donc, comme toujours, presque toujours, on va commencer par laisser la parole aux anciens. Et parmi eux, parmi les Grecs anciens, parmi les philosophes de l'époque, il y en a un qui est philosophe, physicien, mathématicien dans la Grèce antique, qui s'appelle Démocrite. Bon. Et il est considéré comme matérialiste en raison de sa vision en fait, de l'univers, sa conception de l'univers. Il considère en effet que tout ce qui existe dans l'univers est le seul fruit du hasard et de la nécessité. Seuls existent les atomes et l'espace vide. Donc c'est une pure hypothèse théorique. Il définit l'atome comme la plus petite entité qui constitue la matière. Atome signifie en fait insécable en grec. Et on verra plus tard, au XXe siècle, qu'on peut quand même casser les atomes. C'est toute la physique nucléaire et qu'il y a des objets encore plus petits à l'intérieur. Mais toutefois, son idée est que ces atomes sont minuscules, solides et, comme il dit, leur taille échappe à nos sens. Donc, un peu plus tard, un écrivain, savant, magistrat romain, Marco Terenzio Varron, lui va nous dire qu'il y a des créatures minuscules qui ne peuvent être vues par les yeux. Donc ils ont l'impression qu'il y a quelque chose, mais qu'on ne peut pas observer. Il rajoutera même, et ça c'est intéressant, qu'elles flottent dans l'air, pénètrent dans le corps par la bouche et le nez, et provoquent des maladies graves. Donc en plus, ça peut être dangereux. Il s'intéresse aux risques sur la santé. Et en effet, à cette époque, si on réfléchit bien, on ne disposait que de l'œil pour observer les objets les plus petits possibles. On disposait quand même de quelques cristaux polis pour faire un peu loupe, pour observer des objets de petite taille mais avec des loupes. Mais bon, il n'y a pas grand-chose. Finalement, ce qu'on peut voir avec les yeux, c'est défini à une certaine distance de 25 cm, qui est la distance minimale d'accommodation de l'œil, et avec un bon éclairage. Donc il faut un œil, et il faut un bon éclairage, de la lumière du soleil par exemple. Le plus petit point visible fait une taille d'environ 0,1 mm. On définit à peu près la résolution de l'œil pour quelqu'un qui a des bons yeux, de 0,1 mm, donc 100 microns. Mais pour l'observer, il faut que cet objet soit éclairé. Il faut de la lumière, un rayonnement, celle du soleil par exemple. Et on fait la différence, il y a deux types d'observation. Soit on regarde à travers l'objet, donc en transmission. S'il est transparent, on regarde à travers. Mais s'il ne l'est pas, s'il est opaque, on regarde en surface en faisant réfléchir le rayonnement sur l'objet. Donc on verra que c'est important, comme ma petite coccinelle par exemple, elle n'est pas transparente. Donc il y a ces deux aspects, observer à travers l'objet ou bien observer la surface de l'objet. Alors je vais vous présenter une échelle des longueurs observables là, que l'on va suivre tout au long de mon exposé.
Donc je suis partie du centimètre et puis je divisé par 10, donc le millimètre. 0,1 c'est 100 microns, 0,1 mm c'est 100 microns, donc 10 moins 4 mètres. 10 microns, 1 micron, 100 nanomètres, 10 nanomètres, 1 nanomètre. 1 nanomètre c'est 1 milliardième de mètre. Et puis 0,1 nanomètre, c'est important parce que c'est la taille de l'atome. C'est l'angstrom aussi. On utilise l'angstrom pour définir cette taille. Alors, qu'est-ce qu'un œil peut voir? On peut voir, je vous donne quelques petits exemples de ce qu'on peut voir qui sont correspondant à des choses assez petites. Donc, vous avez la taille d'une fourmi, vous avez des œufs de grenouille. Bon, pas pourquoi j'ai pris cet exemple. Un acarien, par exemple. Et puis, un cheveu humain. Donc, les cheveux, suivant s'ils sont fins ou épais, évidemment, ils n'ont pas tout à fait le même diamètre. Alors, le cheveu, vous voyez, s'il est fin, 60 microns, ça fait plus petit que 0,1 mm. Mais on le voit parce qu'il a une certaine longueur. Donc, on est un peu aidé par l'autre dimension qui est importante. Donc, on arrive à l'observer. Mais votre acarien, vous ne le voyez pas comme ça. Vous voyez une petite tache. Parce qu'en fait, l'œil, voilà, sa limite, c'est ça. On ne peut pas aller plus loin. Donc très vite, il faut inventer des outils pour aller voir un peu plus, des objets un peu plus petits. Donc on reviendra sur cette échelle des longueurs. Je la ferai évoluer au fur et à mesure, bien sûr, des microscopes que je vous présenterai. Alors, première rupture créatrice, c'est le passage de l'œil au microscope optique. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette caricature de William Earth, qui date de 1814, si on utilise un microscope, donc dans cet exemple, c'est une dame anglaise qui boit son thé, qui échappe sa tasse et puis qui regarde ce qu'il y a dans son thé avec un microscope et elle observe tout un tas de monstres minuscules. Donc c'est une caricature pour critiquer la London Water Company et surtout l'assainissement de l'eau à Londres à l'époque. Donc première rupture, il faut pouvoir utiliser un microscope optique. Alors, dès le XIIIe siècle, Roger Bacon a utilisé des lentilles en verre en tant que loupe pour voir mieux. Donc, ce sont plutôt des verres correcteurs pour nos yeux déficients. Donc, il n'est pas très étonnant que les premiers à avoir s'être intéressés à la microscopie étaient des lunetiers, finalement. Micro signifie petit, scopen signifie observer. Et Zacharias Janssen, un Hollandais, avec son frère, sont considérés comme les premiers à avoir assemblé deux lentilles pour faire un microscope. Parce que finalement, un microscope, normalement, c'est deux lentilles dans un tube. Voilà, pour simplifier les choses. Dans un tube coulissant. On parle de microscope composé dans ce cas précis. Voilà. Un peu plus tard, donc, les lunetiers s'approprient la microscopie, commencent, et puis un petit peu plus tard, de grands scientifiques de leur temps, mathématiciens, physiciens, Galilée en Italie, Huygens aux Pays-Bas, vont s'intéresser à beaucoup de choses, mais en particulier vont s'intéresser aux lentilles, mais leur objectif, c'est d'observer l'infiniment grand, pas l'infiniment petit. Donc c'est plutôt pour créer les télescopes, finalement. Et Galilée nous fera de très belles très belles images, de très beaux dessins, puisqu'on ne peut pas faire de photos, très beaux dessins de la surface de la Lune. De même, Huygens, lui, va s'intéresser à Titan, satellite de Saturne. Donc voilà, ils vont s'intéresser plutôt à ce qui se passe dans l'infiniment grand, mais ils vont quand même, puisque finalement c'est un système de lentilles un peu identique, eh bien, ils vont aussi fabriquer des microscopes. Galilée va combiner ces lentilles pour créer un microscope qui s'appelle l'occhiolino, qui veut dire clin d'œil en italien. Et puis Christian Huygens, lui, qui est vraiment un spécialiste de l'optique ondulatoire. Donc, il s'intéresse à la diffraction des ondes. Il va faire beaucoup de choses dans ce domaine-là. Il va fabriquer son microscope. C'est celui que vous voyez sur le côté. On peut observer un de ces microscopes, d'ailleurs, au musée des Confluences. Il y a dans une des collections. C'est la collection Giordano. Et donc, il va s'intéresser aux aberrations optiques, c'est-à-dire il va corriger un petit peu les positions des lentilles pour que ce soit moins flou. Il va aussi placer une table. Il va essayer de placer son objet de manière à ce qu'il soit suspendu.
Donc on en est là, on est passé des lunetiers aux scientifiques. Mais on va quand même refaire un petit tour avec le grand public parce qu'on a un drapier hollandais qui s'appelle Anthony van Leeuwenhoek, je le dirai qu'une fois, qui avait besoin, pour compter les fils de ces tissus, d'un outil. Donc en bon artisan, il a fabriqué le bon outil. Et il a fabriqué un outil un peu particulier. Il a utilisé une lentille qui est une boule, une sphère. Donc c'est assez original. Il n'y a qu'une seule lentille, mais c'est une sphère. Alors si vous avez ici la description de son microscope, si vous pouvez regarder plus en détail, on peut voir... Je trouve, mais... Ah, pardon. On peut voir donc que l'on a une toute petite bille. La bille fait 1,3 mm. Il va la placer sur une plaque en laiton. Il va mettre ensuite son échantillon au bout d'un pic. Il place ça tout près de son œil et il regarde à travers la bille. Et il arrive à voir des choses extraordinaires puisqu'il arrive à obtenir un grossissement x 270. Donc ça veut dire quand même que les objets apparaissent 270 fois plus grands qu'ils ne le sont. Et comme il aurait pu s'arrêter à ces fils, c'est ça qui est intéressant de tissu, mais il était curieux, c'est pour ça que c'est pour moi important la curiosité, et donc il s'est dit je vais regarder un peu tout et n'importe quoi. Et c'est ce qu'il va faire. Il va regarder un peu tout et n'importe quoi, et par exemple, vous voyez des gouttes de pluie, des morceaux d'intestin, des spermatozoïdes, des bactéries. Il va faire un dessin pour chaque objet qu'il observe, biologique. Il voit bien qu'ils ont des formes particulières. Il va les appeler animalcules. Voilà, il va créer et il va envoyer des lettres à la Royal Society of London. Plus de 560 lettres vont être envoyées où il décrit ce qu'il observe. Et les résidents de la Royal Society vont décider d'essayer par eux-mêmes, parce que c'est quand même un artisan drapier. Et donc, ils lui demandent est-ce que vous pouvez nous prêter votre microscope? Et puis, on va essayer de refaire les expériences. C'est très scientifique. Il faut refaire plusieurs fois l'expérience. Donc, ils vont refaire l'expérience et ils vont observer la même chose. Et par conséquent, ils vont l'accepter parmi eux. Et il va être considéré comme le père de la microbiologie. Voilà. Donc, c'était juste un hobby. Et il a réussi à observer tous ces objets-là. À l'époque, il va être extrêmement connu. Pierre le Grand va venir le voir. Frédéric de Prusse aussi. Donc tout le monde veut voir cet artisan drapier. Et il n'a jamais donné le secret de sa bille, sa sphère. Donc personne n'a su très facilement reproduire. Et pendant plus de 150 ans, ça va être le meilleur microscope sur le marché, on va dire. Et alors, comme on se pose la question de comment il a fait, tout est lié au polissage de la bille, eh bien, il y a encore des gens qui, vous voyez, en 2021, dans un article de Science Advance, ce sont des Néerlandais qui se sont intéressés, ils ont récupéré donc, dans un musée le microscope d'Anthony van Leeuwenhoek et ils vont étudier sa bille, comment elle a été réalisée. Puis bon, par des techniques modernes aujourd'hui, tomographie de neutrons, ils vont pouvoir trouver qu'il a réussi à faire fondre l'extrémité d'un bout de verre avec une certaine température. Bon, ils ont trouvé la bonne recette, si vous voulez. Donc, le fait est qu'on est repassé des scientifiques aux artisans. Et puis, quand même, en même temps, un de ses contemporains est un scientifique aussi qui a fait énormément de choses, un scientifique polymathe, un peu comme Huygens et Galilée avant, c'est-à-dire que c'est Robert Hooke. Pour ceux qui ont fait un peu de physique, on le côtoie quand on s'intéresse à la loi de Hooke, par exemple, qui modélise les déformations élastiques des solides. C'est-à-dire quand vous avez un ressort, on tire sur le ressort et on a une force qui est proportionnelle à la déformation. Voilà. On le retrouvera à la fin de mon exposé, vous verrez. Donc son microscope, il ne permet, lui, qu'un grossissement de x50. Mais par contre, il est conventionnel, composé avec toutes les lentilles qu'il faut, les unes derrière les autres. Très bien. C'est lui qui va donner le nom de cellule à la cellule en s'inspirant des petites chambres des moines. Voilà. Donc il va utiliser cette dénomination. Et dans son traité de 1667, la Micrographia, il va montrer son microscope avec toutes les lentilles, la table pour porter l'objet, système de mise au point, etc.
Et il faisait partie de la Royal Society, donc anglaise, et il a accepté en beau joueur, puisque c'était finalement le concurrent du drapier, il va accepter le microscope d'Anthony van Leeuwenhoek. Donc pendant plus de 150 ans, ce sont les deux microscopes qu'on va utiliser. Et là, on revient aux scientifiques, hein, puisque Robert Hooke est un scientifique. Et on va utiliser les deux. En effet, parce que celui de Leeuwenhoek, le problème, c'est qu'il faut toujours le tenir à la main. Et il faut le mettre très près de l'œil. Il faut regarder à travers une lentille qui fait 1,3 mm. Donc, ce n'est pas très facile. Donc, c'est intéressant d'avoir un microscope comme celui de Robert Hooke qui est posé, où on peut poser son échantillon et regarder à travers l'échantillon. Alors, grâce à tous ces microscopes, on va faire pas mal de découvertes. Et en particulier, dans le domaine de la médecine, on va regarder beaucoup de choses. Et on peut considérer que la théorie cellulaire, par exemple, qui est définie par Theodor Schwann et Matthias Schleiden, elle peut être réalisée grâce au développement de ces microscopes composés en particulier. On va pouvoir observer donc les cellules, on va observer à l'intérieur des cellules, on va regarder le noyau dans la cellule, et ça c'est aussi un scientifique qui est connu, qui est Richard Brown, qui est connu pour un autre aspect qui est le mouvement brownien, c'est-à-dire un mouvement aléatoire d'objets qui ne sont pas vivants. On va s'intéresser à la division cellulaire quand on a une cellule mère qui se transforme en deux cellules filles. On va pouvoir observer des bacilles, donc ce sont des bactéries en forme de bâtonnet, des microbes. C'est vraiment la naissance de la microbiologie qui dépend de la découverte, de la création de ce microscope optique. Donc ça va apporter plein de découvertes, bacilles du choléra, la lèpre, tuberculose et peste, par exemple. Je vous en donne quelques exemples. Vous voyez, on est à la fin du 19e siècle. Alors, je peux vous montrer plein de projets et de progrès en biologie, en médecine, mais je vais me focaliser sur les travaux de Louis Pasteur, parce que son microscope, il est conservé à l'Institut Pasteur à Paris, et puis quand vous le regardez comme ça, vous voyez qu'il ressemble au microscope optique qu'on connaît, il n'a pas tellement évolué. Et grâce à ce microscope, Louis Pasteur va remettre en cause la théorie de la génération spontanée, il va mettre en évidence l'idée des microbes, qui sont des agents infectieux. De cette façon-là, il va pouvoir expliquer la maladie du charbon que les moutons vont avoir à cette époque-là. Il va, 20 ans plus tard, trouver le vaccin pour cette maladie du charbon. Il va s'intéresser aussi à la maladie du ver à soie, et à Lyon, pour nous, c'était très important. Donc, si vous passez à la Croix-Rousse, il y a l'ancienne chambre de commerce à la Croix-Rousse. C'est sur un pan du mur dans la rue, hein, de cette ancienne chambre des commerces. On peut voir une sculpture, mais à plat, de Louis Pasteur, et un hommage en fait à Louis Pasteur, qui a sauvé l'industrie de la soie lyonnaise. Pour le vaccin de la rage, qui quand même Pasteur est connu pour ça, il n'a pas pu l'observer. Il n'a pas pu observer ce qui se passait avec son microscope parce que c'est un virus. Et un virus, c'est trop petit pour être observé avec un microscope optique. Donc, il va découvrir quand même le vaccin, il va créer le vaccin de la rage, mais il n'aura jamais vu le virus correspondant. On verra le virus beaucoup plus tard, vous voyez, en 1962. Bon, donc voilà où on en est. On voit qu'il y a quand même des limites avec ce microscope. On peut vraiment faire avancer la médecine et la biologie, je pourrais dire de façon générale, mais on est limité. Pasteur ne verra pas le virus contre la rage. Donc maintenant, si on regarde un peu comment ça fonctionne, alors très rapidement, hein, comment fonctionne un microscope optique, eh bien, voici le principe. Il faut donc un objet, donc ici c'est ma petite coccinelle. Il faut une première lentille qu'on va appeler objectif, et puis surtout il faut de la lumière, parce que s'il n'y a pas de lumière, ça ne marche pas, hein. Donc il faut un rayonnement. Alors, plus que de la lumière, c'est un rayonnement, d'accord ? Donc on va utiliser la lumière dans le visible, le rayonnement
électromagnétique, on pourrait dire. Donc, la lumière, oui, du visible. On éclaire donc notre coccinelle. Notre coccinelle, elle a une taille qui est définie par deux extrémités A et B. On l'éclaire et on a un rayon qui part de B, qui passe à travers la première lentille, et puis qui passe par différents chemins, qui arrive en un point B1 de focalisation. L'autre rayon qui passe par A, l'autre extrémité de la coccinelle, va arriver en A1. Et donc on crée à cet endroit-là ce qu'on appelle une image intermédiaire grossie. Et puis ensuite, eh bien, on a une deuxième lentille qui est l'oculaire. Et là, cette deuxième lentille, on la place de façon à ce que l'image intermédiaire soit dans son plan focal objet, c'est-à-dire en F2, c'est le plan focal objet. Parce qu'à partir de là, si on fait ça, les rayons seront parallèles ensuite. Et on récupère tout ça dans une autre lentille, c'est notre œil. Dans notre œil, vous avez la rétine qui fait office de lentille, et puis vous avez le cristallin ensuite qui va vous servir d'écran. Et donc on projette l'image de notre petite coccinelle au fond sur le cristallin. Et là, dans ces conditions-là, on a l'impression que l'image vient de l'infini à cause des rayons orientés. Et du coup, ça ne fatigue pas l'œil, on n'a pas besoin d'accommoder. Voilà. Donc ça, c'est une représentation assez simple par les rayons lumineux du fonctionnement d'un microscope. Si maintenant j'enlève tous les rayons et que je regarde un peu toutes ces distances, eh bien, on définit donc ce que je vous ai dit, la distance focale image objectif, la distance focale image oculaire. La F2, c'est plutôt la distance focale objet de l'oculaire. Et il y a une grandeur importante qui est la distance entre F'1 et F2. Et ça, voilà, quand on règle notre microscope, ben en fait, on joue là-dessus. Et c'est comme ça qu'on obtient une image nette. Et quand on veut faire observer quelque chose, ce qui nous intéresse, c'est le grossissement du microscope, c'est-à-dire le rapport entre la taille de l'image sur la taille de l'image par rapport à la taille de l'objet. D'accord ? Or, si on veut voir pour la première fois un objet, on ne connaît pas sa taille. Donc, pour déterminer le grossissement, on utilise les caractéristiques du microscope. Et on utilise toutes ces distances-là, donc l'intervalle optique, la distance minimale d'accommodation de l'œil, et puis ces distances focales F'1 et F'2. Et donc, c'est ça qui nous définit le grossissement. D'accord ? Alors, maintenant, si on regarde nos microscopes d'aujourd'hui, ils ont des grossissements qui sont autour de x4, x100, ce qu'on utilise de façon courante. On peut même monter jusqu'à x400, on va dire. Finalement, notre Drapi avec son x270, il est vraiment dans la moyenne. Et puis les meilleurs d'entre eux, on arrive jusqu'à x2500. Ça, c'est pour le meilleur d'entre eux en microscopie optique. Et après, vous avez un assemblage, d'accord ? Donc, si on regarde du bas vers le haut, vous avez d'abord un miroir qui sert à réfléchir la lumière pour éclairer l'échantillon en dessous. S'il est transparent. Là, je regarde un système, on s'intéresse à un objet en transparence. Ensuite, on a un diaphragme. On a une source de lumière aussi, il faut quand même de la lumière. Pour bien éclairer la zone de l'échantillon qu'on souhaite observer, il nous faut un diaphragme, une ouverture, qui a un diamètre variable, comme pour un appareil photo, d'accord ? Et puis pour faire varier un peu la profondeur de champ. Et puis plusieurs objectifs monter sur un barillet pour changer le grossissement. Donc on passe de x4, x10, x40, etc. Les molettes de mise au point pour que l'image soit nette et ajuster cet intervalle optique qu'on a vu juste avant, d'accord ? Et puis l'oculaire ou une caméra pour pouvoir observer. Et en général, les objets qu'on regarde, en biologie, on va regarder des objets qui peuvent être vivants, que l'on va placer sur une lame en verre, et puis on va replacer une lame, on va les laisser dans leur liquide physiologique pour qu'ils restent vivants. On va replacer une lame en verre par-dessus, puis on va regarder à travers. Donc, on peut observer des objets vivants. Ça, c'est intéressant aussi. Objets vivants, et on regarde à travers l'objet. Donc, par exemple, dans ce cas, si on veut regarder en réflexion, on positionne la lumière sur le côté et on regarde par-dessus.
Donc voilà les images classiques de microscopie optique. Vous avez des cellules de sang humain. Ici, par exemple, des cellules de sang 7 à 8 microns, donc pas de souci, on peut les observer. Les petites bactéries Pseudomonas aeruginosa qui interviennent pour contre la mucoviscidose, enfin, qui nous embêtent pour la mucoviscidose, eh bien, elles ont des petites formes de bâtonnets, comme ça, on peut les voir sans souci. À l'intérieur de la cellule, on peut voir le noyau, c'est Brown qui l'a observé, et puis on peut voir aussi des petits organismes à l'intérieur, comme par exemple des chloroplastes. Si vous vous intéressez à une cellule végétale, eh bien, vous allez pouvoir observer à l'intérieur le chloroplaste, et puis elle apparaît verte parce que finalement, elle est pleine de chlorophylle. Des chromosomes, 1 à 10 microns de taille, avec leur forme un peu particulière en Y. Bon, donc ça, c'est ce que l'on peut observer avec nos microscopes. Je vous donne des exemples un peu je pourrais en donner des milliers, évidemment. Donc le grossissement nous permet d'observer ces organites, mais il y a une grandeur physique qui joue un rôle important. Et on l'a évoqué au tout début de l'exposé, c'est la résolution. On a parlé de la résolution de l'œil, et là, il faut parler de la résolution aussi du microscope. Et avant de parler de la résolution, il faut que je définisse une autre grandeur qui est importante, qui est la longueur d'onde. Parce que cette résolution va dépendre de la longueur d'onde. Donc la longueur d'onde est liée au rayonnement. Alors une onde, c'est une oscillation, d'accord ? Si je m'intéresse en acoustique, une onde sonore, je la définis par sa fréquence. Pour une onde lumineuse, je vais plutôt m'intéresser à une distance qui est la longueur d'onde. C'est la distance entre deux pics. Vous voyez ? Et suivant cette distance, eh bien, j'ai différentes valeurs de longueur d'onde. Et dans le domaine du visible, celui qu'on voit, que nous pouvons voir, eh bien, on a des longueurs d'onde qui varient entre 400 nanomètres et 750 nanomètres. 400, on est dans le domaine du violet, et 750, on arrive à la limite du rouge. Après, on passe dans l'infrarouge. Donc, infrarouge et UV, on ne peut pas l'observer. On ne peut observer que dans cette ultraviolet, on ne peut observer que dans cette zone au centre. Et ça, on le voit très bien quand on fait passer la lumière à travers un prisme. Eh bien, on a la décomposition spectrale et on voit toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et c'est ce que fait l'arc-en-ciel. En fait, il y a une décomposition du rayonnement solaire sur les gouttes d'eau. Les gouttes d'eau constituent le prisme et vous pouvez observer donc toutes ces longueurs d'onde. Donc la longueur d'onde est importante, elle définit une couleur. Et quand vous voulez, par exemple, utiliser un laser, vous choisissez une seule longueur d'onde. Vous choisissez un laser rouge, un laser vert. Vous essayez de séparer ces longueurs d'onde. Et dans la lumière blanche, la lumière qu'on a ici, par exemple, ou la lumière du soleil, eh bien, elles sont toutes mélangées. Voilà, donc cette limitation de la longueur d'onde va nous limiter la résolution. Alors, qu'est-ce que la résolution ? C'est la capacité à séparer des détails très voisins, limités. Alors, ça va être limité par la diffraction de la lumière. Donc, le fait que la lumière parte un peu dans des directions très, très différentes. Donc, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer par cet exemple-là. Imaginez que vous avez deux petites taches, l'une à côté de l'autre. Ici, on les voit très bien. Quand on commence à les rapprocher, elles commencent à se mélanger. Et puis là, on ne fait plus la différence. On ne voit pas qu'il y en a deux, on n'en voit qu'une. Donc la résolution, c'est le cas de figure ici. C'est lorsque on arrive à différencier les deux tâches. D'accord ? Alors bon, mathématiquement, il y a une relation d'AB, enfin, c'est pas d'importance. Mais en tout cas, la relation, elle est toute simple. C'est 1,22 multiplié par cette longueur d'onde. La longueur, c'est la distance de l'objectif à l'objet, le diamètre de l'objectif. Et le fait que ce soit limité, c'est lié à ce qu'on appelle la diffraction de Rayleigh pour la lumière. Bon. Ce qui fait que finalement, pour un système défini, on ne peut pas tellement jouer sur grand L et sur D, on peut jouer que sur lambda. Et donc la résolution du microscope, elle est égale à 200 nanomètres. Ça veut dire, en gros, la plus petite distance que je peux observer avec mon microscope optique entre deux objets, c'est 200 nanomètres. Si je les approche en dessous de 200, eh bien, je ne fais plus la différence entre les deux objets. Je ne peux pas voir qu'il y en a deux. D'accord ? C'est ça qui est important. Donc la résolution, c'est pas anodin. Et donc, si je reviens à mon échelle des longueurs observables, je peux voir une cellule végétale, je peux voir une cellule animale, je peux voir le noyau dans la cellule, des chloroplastes, chromosomes, la bactérie, etc. Et je suis limitée par la résolution du microscope optique qui est définie par la longueur d'onde.
Je pourrais baisser la longueur d'onde, donc ça c'est une idée, on va en discuter, mais avec la lumière, si je baisse la longueur d'onde, je vais dans les X et dans l'ultraviolet, et là je commence à abîmer les objets, donc je ne peux pas faire. Et puis ça marche pas avec les lentilles en verre, mais en tout cas je ne peux pas parce que j'abîme mon matériau. Donc je ne peux pas descendre, ça c'est important aussi. Donc voilà ce que me permet le microscope optique. Bon, alors on ne peut pas, mais on peut. On ne peut pas baisser la résolution, mais on peut peut-être mieux voir. Donc, c'était pas mal. Donc, est-ce qu'on pourrait améliorer, par exemple, le contraste, améliorer la visibilité des objets? Eh bien, c'est ce qui a été réalisé avec 3 microscopes différents. Donc, je vous parle assez rapidement quand même. Le premier, c'est le microscope de fluorescence. Quand on regarde à travers ces objets, ces cellules, ils sont transparents. C'est l'intérêt. Mais comme ils sont transparents, on ne voit pas grand-chose non plus. Donc, parfois, on utilise des colorants. Et au XIXe siècle, on a introduit des colorants pour mieux voir les cellules. Alors, c'est issu de l'industrie du textile. Hein. C'était les colorants qui servaient à faire dans le textile au XIXe. Et ils ont des noms assez beaux, je trouve. Par exemple, il y a le noir de Soudan, le vert de Malachite, le bleu de Comassie. Voilà. C'est très beau. Le problème, c'est qu'ils sont un peu dangereux, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si on en met un petit peu trop, la cellule, elle meurt. Or, on cherche toujours un peu à regarder une cellule vivante. Aujourd'hui, on va utiliser l'éosine, par exemple, qu'on connaît bien, l'éosine, ou l'hématoxyline, dans le rouge. Et donc, pour éviter d'en mettre trop, on va mettre des molécules fluorescentes, c'est-à-dire des molécules qui vont, si on les excite avec un rayonnement, avec une seule longueur d'onde, donc là on va utiliser un laser, d'accord ? On les excite avec un laser et elles vont absorber le rayonnement du laser et puis elles vont réémettre dans une autre longueur d'onde. Voilà, c'est ça la fluorescence. Une seule longueur d'onde et un marquage fluorescent. On n'est pas obligé d'en mettre beaucoup et ça permet de faire des images. Alors voici une image pour vous montrer ce qu'on peut voir. Donc là, vous avez dans un fibroblaste vivant, vous avez des microtubules, donc ces petits filaments. Et dans ces microtubules, vous avez une protéine qui s'appelle la tubuline, qui est marquée, c'est-à-dire on lui a accroché une molécule fluorescente, la rhodamine, qui émet dans le rouge. Et donc en fait, vos microtubules se mettent à émettre de la lumière et c'est comme ça qu'on les voit mieux. D'accord ? Donc ça, c'est le principe du microscope de fluorescence. Autre exemple, c'est le microscope à contraste de phase. Donc, c'est Zernike qui l'a inventé. Encore une fois, si on ne veut pas colorer, par exemple, parce qu'on a peur d'abîmer ou de détruire la cellule, on est gêné, mais on peut peut-être améliorer les contrastes. Quand on envoie une onde, l'onde elle a une amplitude et puis elle a un déphasage, une phase. Le problème, c'est que quand on fait une image, c'est à partir de l'intensité. C'est le carré de l'amplitude. Donc, c'est uniquement l'amplitude. On peut pas voir la phase. On ne peut pas mesurer la phase. Donc, ce que l'on fait dans son système, il va rajouter ce qu'on appelle une lame quart d'onde. Je ne rentre pas trop dans le détail, mais en gros, il va rajouter une lame de verre un peu particulière qui va lui permettre de transformer sa phase en amplitude. Et du coup, il va pouvoir voir ce qu'on appelle un contraste de phase. Et bon, plutôt que rentrer dans le détail, vous voyez la différence entre un éclairage classique et un éclairage en contraste de phase. Donc on met en évidence des détails. Parce que la phase, elle varie suivant l'épaisseur de ce qu'il y a à l'intérieur de la cellule, par exemple. Voilà. Ou de la nature de ce qui est à l'intérieur. Bon, un autre exemple, c'est toujours un microscope optique, mais un peu plus élaboré. Et on les utilise aujourd'hui, ces microscopes. Ils sont utilisés couramment. C'est le microscope confocal. Là, l'idée, c'est que, je vous montre tout de suite. Quand on a un microscope classique, qu'est-ce qui se passe ? On éclaire une grande zone de l'objet, et puis on passe à travers. En jaune, c'est la lumière, d'accord, qui traverse mon objet un peu épais. Bon. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de lumière parasite, finalement. Donc l'idée, c'est plutôt d'avoir un rayonnement que l'on focalise en un point donné, dans un plan donné de l'échantillon, d'accord ? On se fixe un plan, donc une ligne horizontale, un point, et puis après, si on veut faire une image, on balaye ce point.
Donc ce sont des microscopes à balayage. On parle de microscope à balayage. Et l'image est séquentielle, comme les vieux écrans de télévision, par opposition à une image stigmatique quand on éclaire toute la zone que l'on veut observer. Donc c'est le microscope classique, ça c'est une image stigmatique. Donc l'avantage, c'est qu'en fait, on fait une image d'un plan, et puis si on veut, on peut se décaler vers le haut ou vers le bas. Et du coup, on a une cartographie de notre échantillon en faisant des images dans plusieurs plans. Donc voilà un exemple, des grains de pollen, une fleur de la passion. Hein, oui, donc vous avez plusieurs images dans plusieurs plans. Donc voilà ce que vous observez suivant les plans. Et après, on peut reconstituer l'ensemble, mais on a pu regarder à l'intérieur dans différents plans. Ça, c'est le microscope confocal qui est très utilisé aujourd'hui. Bon, on n'a pas résolu le problème de résolution. C'est-à-dire, si on veut voir des objets encore plus petits, ben on est un peu gêné. On peut voir mieux, mais on ne peut pas voir plus petit. Donc cette résolution, pour l'améliorer, il faudrait diminuer la longueur d'onde. Comme je vous ai dit, c'est embêtant avec la lumière parce qu'on risque d'abîmer, si on envoie des X, on risque d'abîmer notre matériau. Donc voici une deuxième rupture créatrice. Il faut qu'on change de rayonnement. En fait, c'est simple. Donc il ne faut plus utiliser la lumière, il faut utiliser un autre rayonnement. Un autre rayonnement pour lequel il est possible de diminuer la longueur d'onde. Donc là, il faut attendre un petit peu. C'est pour ça que Pasteur a attendu un petit peu. Il faut attendre quelques évolutions scientifiques, à la fois théoriques et instrumentales d'ailleurs. Il faut attendre la naissance de la mécanique quantique. En effet, le père de la mécanique quantique, c'est Max Planck, un physicien allemand, qui va montrer que le rayonnement, les ondes lumineuses, j'essaie de trouver les mots, les ondes lumineuses peuvent parfois, dans certaines circonstances, se comporter comme un ensemble, un flux de particules qu'Albert Einstein appellera photons. Donc parfois, voilà, cette onde, c'est plutôt un flux de photons. Eh bien, Louis de Broglie, qui au départ voulait faire des études d'histoire, hein, il avait une licence d'histoire à 18 ans, et puis son frère Maurice était physicien, puis il a dit « mais tu te rends compte, il y a des grands bouleversements en physique, le rayonnement électromagnétique peut être constitué de particules, mais voilà ». Donc ça l'a intéressé, et il a abandonné l'histoire, désolé, pour la physique. Et il a fait une thèse en 1924 dans laquelle il dit que si c'est vrai pour la lumière, si la lumière, qui est une onde, peut se comporter parfois comme un ensemble de particules, est-ce que des particules, comme les électrons, qui sont présents dans le courant électrique par exemple, peuvent pas parfois se comporter comme des ondes? Donc il a introduit la notion d'onde de matière, et il va dire qu'à toute particule matérielle de masse m, de vitesse v, on va associer une onde réelle qu'on va appeler une onde électronique. Il peut même montrer quelle est sa longueur. Il peut même lui définir une longueur d'onde, puisque c'est une longueur d'onde qui est proportionnelle à un certain nombre de constantes, sans importance, mais elle est inversement proportionnelle à la tension accélératrice, la tension que j'applique à mon faisceau d'électrons. D'accord ? Et pour une tension de 10 000 volts, j'arrive à une longueur d'onde extrêmement petite. Donc c'est intéressant pour la résolution, rappelez-vous. Plus la longueur d'onde est petite, plus la résolution sera intéressante. Mais Louis de Broglie, c'est le théoricien de la famille. Hein, donc maintenant, débrouillez-vous avec ce que je viens de vous dire. Hein, donc il faut que quelqu'un prouve que c'est vrai ce qu'il vient de trouver. Donc son frère va essayer, il ne va pas réussir, mais deux Américains, Davison et Germer, vont montrer dans une expérience des phénomènes de diffraction d'ondes électroniques à travers un cristal de nickel, en l'occurrence. Et donc, oui, en effet, les électrons se comportent comme des ondes électroniques. Première chose importante. Donc, on peut créer une onde avec les électrons, avec une longueur d'onde très intéressante. Est-ce qu'on peut faire un microscope ? Alors maintenant, pour faire un microscope, il faut une autre invention, qui elle est plutôt une invention, je dirais, pour des applications d'ingénieurs finalement, qui est le développement des tubes cathodiques. À l'époque, on commence à faire des premières études pour créer
les écrans de télévision. Donc on est dans les années 20-30, vous voyez, du XXe siècle. Et donc on va créer ce qu'on appelle un canon à électrons, c'est-à-dire que quand on chauffe très fortement un métal en forme de pointe, on peut extraire des électrons, puis ensuite ces électrons, on peut les accélérer avec une tension donnée. Et donc, on arrive à créer ces canons à électrons. On peut aussi, avec un système d'électroaimants, vous voyez, dévier la trajectoire de ces électrons, un petit peu comme mes rayons lumineux, je vous ai montré tout à l'heure avec la coccinelle. Donc, finalement, on est en train de créer des lentilles électrostatiques et électromagnétiques. On peut même déplacer le dernier faisceau un peu où on veut, sur la surface. Donc, on peut faire du balayage éventuellement. Et donc, c'est à partir de là que vont être créés les microscopes électroniques. Et là, on repasse. Donc, Louis de Broglie était un scientifique. On passe dans le domaine des ingénieurs, parce que les personnes qui vont travailler sur le microscope sont des ingénieurs qui travaillent pour faire ces écrans cathodiques pour la télévision. Donc il y a Knoll et Ruska qui vont commencer à travailler ensemble. Et puis Knoll, il va partir chez Telefunken, fabriquer des télévisions, et puis il va pas s'intéresser au microscope. Mais Ruska va continuer. Il va fabriquer son premier microscope électronique en transmission avec son frère et puis une autre personne. Et ils vont demander des financements à Siemens et à Zeiss. Et Siemens, le directeur de Siemens, avait quelqu'un dans sa famille qui avait la poliomyélite, et donc il était intéressé par l'idée d'aller voir des objets un peu plus petits pour essayer de comprendre. Cette notion de virus commençait à faire son chemin. Et c'est pour ça que dès 1940, vous voyez, Helmut Ruska va nous montrer des virus de la variole, en l'occurrence. Donc 1940, premières images de virus avec ce microscope qui a une meilleure résolution que le microscope optique. Microscope électronique en transmission. Et en parallèle, il y a Manfred von Ardenne qui va fabriquer un premier microscope électronique à balayage. Donc von Ardenne, il va un peu se perdre dans l'histoire. Il va se retrouver à faire partie de ceux qui vont fabriquer la bombe atomique allemande, puis russe, et puis va revenir ensuite à Dresde finir sa vie en RDA, comme on dit à l'époque. Donc un microscope électronique en transmission, il se présente sous cette forme-là. C'est pas un petit objet qu'on met sur sa table, c'est une table, plus une grande colonne. Parce qu'en fait, il faut un canon à électrons donc tout au bout, et puis il faut ce système de lentilles électromagnétiques, électrostatiques, pour venir focaliser le rayonnement électronique sur notre échantillon. Notre échantillon qui est ici, qui est transparent aux électrons. Donc, c'est le même principe. On a plusieurs lentilles, les unes derrière les autres. Donc, on éclaire avec notre rayonnement électronique notre échantillon. Et puis, on récupère le rayonnement transmis à travers l'échantillon. On est obligé d'amincir très fortement l'échantillon. Il peut pas être... on a des épaisseurs de l'ordre de 20 nanomètres, donc c'est vraiment très petit, parce que les électrons, sinon, ils vont se perdre dans la matière et ils sortiront jamais de l'autre côté. Donc les électrons, ils ont vraiment tendance à interagir avec tout, et même avec l'air, ils vont ioniser l'air, donc on ne peut pas travailler à l'air. On est obligé de travailler sous vide pour que nos électrons qui sont issus du canon à électrons arrivent vraiment sur l'échantillon. Donc c'est pour ça qu'on a cette grande colonne aussi. Donc on a toutes les lentilles à l'intérieur. On est sous vide, voire sous ultra vide. Donc il y a vraiment pas beaucoup de matière. Et on a une grande résolution, 0,1 à 1 nanomètre. Donc 0,1 nanomètre, ça veut dire que je peux voir les atomes. J'ai des grossissements de l'ordre de fois 2 millions. Donc c'est énorme. Et on peut voir les atomes. Alors j'espère que vous ne voyez pas grand-chose. On ne voit rien du tout. Donc vous regarderez sur le PowerPoint. Mais ici, il y a une nanoparticule d'or. Donc elle fait 8 nanomètres de diamètre. Et si on regarde bien, alors vous le verrez sur les slides, en fait on voit des rangées atomiques à l'intérieur. On voit des petites lignes comme ça, et ce sont des rangées entre les atomes. Donc ça, c'est vrai, on peut voir les atomes si notre matière est bien organisée, quand même, si c'est cristallin. Ce n'est pas vraiment le cas des objets biologiques, donc on a toujours une moins bonne résolution avec des objets biologiques, pour cette raison-là. Donc ça, c'est le microscope électronique en transmission. C'est le même principe que le microscope optique que je vous ai présenté tout à l'heure, sauf qu'on remplace les lentilles en verre par des lentilles électromagnétiques, puis un petit canon à électrons.
Et voici les images que l'on observe. Donc vous avez un dessin ici d'une cellule végétale. Et puis vous avez la cellule végétale ici. Donc vous pouvez voir les parois de la cellule. Hein. Vous voyez tout le tour de la cellule en blanc. Vous voyez le noyau. Alors on le voit bien. Et on voit même un peu la surface du noyau. On peut voir des vacuoles, des mitochondries, des chloroplastes à certains endroits. On est capable vraiment de voir avec un peu plus de précision encore. On peut aller voir la mitochondrie, d'accord, et puis regarder comment elle est faite à l'intérieur. Il y a des parois. Et donc regardez la taille de l'objet. On est en dessous, bien sûr, de ce que peut faire un microscope optique classique. On va regarder les virus, donc tous les virus qu'on connaît, donc les derniers. Et puis, on va même regarder le noyau, on va regarder la surface du noyau. Et sur la surface du noyau, il y a des pores, les pores nucléaires. Et ces pores nucléaires, ils ont une forme de panier de basket, comme vous pouvez le voir. Et le diamètre du pore, c'est 50 nanomètres en haut et 9 nanomètres en bas. Et là, vous voyez donc ces pores nucléaires qui sont représentés ici sur cette image. Donc voilà, on peut observer à l'intérieur de l'objet. On peut aussi utiliser l'autre microscope électronique, celui de Van Harden, qui est un microscope électronique à balayage. Là, on ne passe pas à travers l'objet, on veut regarder la surface. Rappelez-vous, il y a deux options, soit on regarde la surface, soit on regarde à travers. Et là, on envoie des électrons, donc toujours avec le même jeu de lentilles électromagnétiques. Mais la dernière lentille, elle permet de focaliser le faisceau. Et le faisceau, on va le déplacer sur notre échantillon. D'accord ? Un peu comme le microscope confocal dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et on ne va pas regarder avec les électrons qui ont traversé l'objet, mais on va regarder avec des électrons qu'on va arracher au matériau. Donc, on parle d'électrons primaires, ceux qui viennent du canon, et secondaires qui sortent du matériau. D'accord ? Donc c'est un peu différent la façon de faire. On va arracher des électrons à la matière. On fait une image de la surface, une image de la surface. On a une résolution plus faible, donc on ne verra pas les atomes. Mais on a une grande profondeur de champ et on fait de belles images 3D. Voilà. Donc c'est ça l'intérêt de ce microscope. Vous voyez, vous avez une tête d'épingle ici. On peut voir des bactéries. Je fais un zoom chaque fois. Hein. Donc je multiplie le grossissement, j'augmente le grossissement. Je vois les bactéries et puis voilà, je les vois sous forme de petits bâtonnets. On a bien une vision tridimensionnelle. De même, les cellules, les globules rouges par exemple, les virus, les chromosomes, on peut les voir plutôt en 3D finalement. Voici une image qui présente une comparaison des différents microscopes. Donc celui qu'on vient de voir, microscope électronique à balayage avec cette vision 3D, donc ce sont des cils. Et quand on fait une image au microscope à contraste de phase, avec la lumière, avec la lumière, on a ça, un petit peu de différence, pas beaucoup. Avec le microscope électronique en transmission, on voit bien les bords et puis on a un peu plus de détails, mais on regarde une coupe. Vous voyez, donc ils sont assez complémentaires, ces microscopes. C'est pour ça qu'ils sont tous utilisés aujourd'hui. Donc finalement, on est capable d'aller maintenant jusqu'à l'atome avec le microscope électronique en transmission. Donc on peut voir les virus, des pores nucléaires, l'ADN, des anticorps, et puis les atomes à travers la surface. À travers la surface, pas sur la surface. Donc c'est bien, on a plein d'atouts avec ces microscopes, une grande résolution, c'est ce qu'on attendait. Les inconvénients, ce sont quand même des microscopes qui doivent fonctionner sous ultravide à cause des électrons. Et donc, si on s'intéresse à des objets biologiques, on ne peut pas garder des objets vivants. D'accord ? Donc on perd cette idée, je regarde mes objets biologiques dans leur environnement de départ. Donc, il faut une préparation assez difficile aussi des échantillons, puisqu'il faut les couper pour obtenir cette petite épaisseur, par exemple en transmission. Donc comment observer quand on voit les atomes, c'est bien, mais on ne voit pas les atomes d'une surface, on voit des atomes à travers l'objet. D'accord ? Donc voilà, les deux questions qu'on se pose après ces découvertes, c'est comment observer les atomes d'une surface et comment observer les objets biologiques vivants avec une bonne résolution. Et là, on atteint notre troisième rupture créatrice, c'est-à-dire qu'il faut changer de microscope. Donc on les garde toujours.
on change de microscope et on va passer des microscopes électroniques au microscope à champ proche ou à sonde locale. Une autre façon de le dire. Et là, on revient à la physique quantique, parce que pour fabriquer un microscope à sonde locale, il faut revenir au principe de la physique quantique. Et en particulier, on s'intéresse cette fois aux résultats de Erwin Schrödinger autour de ce qu'on appelle l'effet tunnel. Donc, si vous aimez les jeux de raquettes, il y a un des jeux de raquettes qui est le squash. Le squash, vous êtes dans une boîte et quand vous envoyez votre balle sur les murs, eh bien, elle revient. En général, elle revient vers vous. Dans 100% des cas, elle revient vers vous. D'accord ? Parce que votre balle est une particule et elle revient. On a vu que les électrons, parfois, se comportaient comme des ondes. Eh bien, si j'envoie des électrons qui ont une énergie trop faible pour passer au-dessus d'une barrière de potentiel, je m'attends à ce que, comme la balle de squash, ils reviennent tous en avant, vers moi. Et en réalité, comme ils se comportent comme une onde, eh bien, ils ont une probabilité non nulle de passer à travers la barrière. C'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. Donc, la probabilité non nulle, c'est par exemple 1 pour 1 million. Hein, voilà. Il n'y en a pas beaucoup qui passent, quand même, la plupart reviennent. Mais il y en a quand même quelques-uns qui passent. Ils ne vont pas très loin, parce que l'onde associée, c'est une onde évanescente, donc très vite, elle tombe et il n'y a plus d'énergie. Mais si la barrière est suffisamment fine, donc c'est le deuxième aspect, eh bien on peut les récupérer de l'autre côté. D'accord ? Donc si j'ai une barrière fine, c'est-à-dire une distance là, de 1 nanomètre, mes électrons, ils ont une chance, 1 pour 1 million, de passer à travers et je peux les récupérer de l'autre côté. C'est ça l'effet tunnel. Il y a un courant tunnel qui circule, qui est tout petit aussi, 1 nanoampère. Mais si on arrive à le mesurer, eh bien on va pouvoir fabriquer un microscope à effet tunnel. Bon. 1925, l'effet tunnel. Le premier microscope, il date de 1980. Donc il a fallu attendre 60 ans. Pourquoi ? Parce que la théorie, c'est bien, mais il faut aussi qu'on ait les objets qui permettent de fabriquer le microscope. Et en fait, ce qui est compliqué, d'un point de vue technologique, c'est mesurer un courant de 1 nanoampère. C'est très petit, donc c'est très difficile. Donc il faut un système, en plus on veut le maintenir à une valeur constante. Enfin bon. Donc il faut une boucle de contre-réaction. Donc là on est dans les années 20, on n'a pas encore développé l'électronique, donc il faut attendre que les gens développent l'électronique, l'automatique, voilà, tout ce qui est tout ce pan de la science. Et puis, autre chose, une barrière, maintenir un objet au-dessus d'un autre objet à 1 nanomètre de distance, ça aussi c'est pas facile. Et donc, il a fallu attendre des avancées en sciences des matériaux pour créer ce qu'on appelle les céramiques piézoélectriques. Et une céramique piézoélectrique, qu'est-ce que c'est ? C'est une céramique, lorsque j'applique une tension, je peux l'allonger, mais de quelques nanomètres, voire en dessous, ou bien je peux la rétracter de la même distance. Donc, je peux contrôler de tout petits déplacements grâce à cette céramique. Donc, il a fallu attendre. On avait la théorie depuis 25, mais il a fallu attendre que tout ça se développe. Et puis, il faut quand même attendre que les gens y pensent aussi. Mais bon, n'empêche que c'est intéressant pour ça. Et le premier microscope à effet tunnel, il a été réalisé par Gerd Binnig et Heinrich Reurer chez IBM Zurich. Donc, vous voyez, IBM Zurich, on est en train de développer les ordinateurs portables dans les années 80. C'est le début du PC. Hein. C'est à peu près les premiers PC, ils datent de cette époque-là. Et ils vont fabriquer un microscope qu'on appellera à effet tunnel. Et comme vous pouvez le voir, il a une taille qui redevient aussi petite, enfin, une taille qui redevient celle des microscopes optiques. Hein. On peut le poser sur la table. On peut même, on les fabrique de très petite taille parce que ça permet d'avoir une plus grande stabilité. Et on disait à l'époque, on disait qu'ils étaient pocket size. On pouvait les mettre dans la poche. Voilà. Et typiquement, ça pouvait se fabriquer en laboratoire. Et moi, mon doctorat, j'ai fabriqué un microscope à effet tunnel, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est amusant de faire ça, surtout la première fois qu'on fait une image avec.
Et on attribue donc la microscopie, la création du microscope à effet tunnel. On considère que c'est la naissance des nanotechnologies, parce qu'à partir de là, on a pu observer des surfaces à l'échelle de l'atome. Alors, ils ont envoyé leur publication chez Nature en pensant que c'était quand même bien, c'était une belle expérience qu'ils avaient fait, et Nature a dit que c'était pas bien, alors ils l'ont envoyé chez Physical Review Letters, et ils ont eu le prix Nobel 4 ans après. Bon, donc c'est intéressant. Et donc tous ceux qui ont fait une publication dans Physical Review Letters sont très fiers. Voici comment ça fonctionne. Donc vous avez, on appelle ça donc à sonde locale ou à champ proche, parce qu'en fait il faut approcher une sonde solide. C'est ce que vous voyez ici. Vous avez une sonde là qui est à l'extrémité d'une céramique piézoélectrique que l'on va approcher, une pointe, au-dessus d'un échantillon. On applique une différence de potentiel et on a passage des électrons de la pointe vers l'échantillon ou de l'échantillon vers la pointe par effet tunnel. Donc on a dit tout à l'heure. Oh, pardon, j'appuie trop vite. Et en fait, ce qu'il faut, c'est maintenir, donc on l'approche, puis on arrive à capturer un courant, d'accord ? Un courant qui est de l'ordre du nanoampère, très petit. Et après, avec une boucle de contre-réaction, on maintient ce courant constant. On le maintient égal à un courant de référence. Ça veut dire que si ça bouge, eh bien, je bouge la céramique pour toujours être à la bonne distance. En fait, maintenir le courant à une valeur, ça consiste à maintenir la distance constante. Donc, vous voyez, si je le fais au-dessus du micro, j'ai ma surface, j'ai la pointe, et je vais balayer, c'est un balayage aussi, je balaye la pointe au-dessus de la surface comme ceci. D'accord ? Alors, si jamais il y a une bosse, qu'est-ce qui se passe ? La distance s'amenuise, donc le courant augmente, hop, le système de contre-réaction me fait reculer ma pointe sur la céramique, donc on contracte la céramique pour maintenir la distance constante. Et donc, on balaye le mouvement de la pointe au-dessus de la surface sans jamais la toucher, permet de donner le relief, enfin, la rugosité de cette surface. Voilà. Et alors, si en plus on est encore mieux que ça, si on arrive à mettre un seul atome à la bonne distance, eh bien, on pourra avoir des atomes. Donc, il faut qu'il n'y en ait qu'un. Donc, c'est ce qui se passe. Si jamais il n'y en a qu'un seul qui est à la bonne distance, ici, voilà, il est au bon endroit, tout le courant va passer par lui, puisque le courant il décroît exponentiellement avec la distance, donc tout le courant va passer par lui, et on pourra observer des atomes. Ici, vous avez deux images. La première, je vais y arriver, présente du silicium, donc une surface de silicium, une phase particulière, avec une organisation des atomes très particulière sur cette surface. Vous voyez que les points noirs correspondent à l'absence d'atomes, et toutes les petites boules sont des atomes sur cette surface. Vous voyez un losange. Je trouve plus. Vous voyez, je suis là. Vous voyez un losange ici. Donc aux extrémités du losange, vous n'avez pas d'atomes. Et à l'intérieur du losange, vous avez 12 atomes. Donc c'est une reconstruction de surface particulière du silicium. Si maintenant je pose sur ce silicium du bore, et je le pose bien précautionneusement pour créer une sorte de cristal, eh bien j'obtiens ça. C'est-à-dire que là, dessous, on ne sait pas ce qu'il y a du silicium, il pourrait y avoir du bore, mais il y a du silicium. Et en fait, on a une autre organisation des atomes. Ils s'organisent autrement parce que ce sont des atomes de bore. D'accord ? Avec ce microscope, on atteint une résolution exceptionnelle. 0,01 nanomètres verticalement, ça fait 10 picomètres. Et latéralement, 0,1 nanomètre. Donc on voit les atomes sans souci. Et on fait une image de la surface à l'échelle atomique. Mais, toujours un mais, hein, le souci, c'est que ça marche encore avec des électrons. Donc, il faut que les surfaces soient conductrices. Il faut qu'il y ait suffisamment d'électrons. Déjà qu'on n'en prend pas beaucoup, hein, par effet tunnel, donc il faut quand même qu'il y ait des électrons. Donc, le souci, c'est qu'on va travailler principalement encore sous ultravide. Parce que nos surfaces, même les surfaces conductrices... C'est moi ? J'ai rien fait. Hein ? Moi, j'ai rien fait. Je touche pas. C'est quoi ? J'ai touché quelque chose ?
Non, moi, je n'ai pas touché. Non, ça ne marche pas. Alors, je ne sais pas, moi, vous voulez qu'on fasse quelque chose? Ouais. Ça marche parfois. C'est pas bon, ça. Pas vous dessiner mes images, c'est ce qui est dommage. Cet espoir. Je sais pas pourquoi. Hein. Okay. Ça n'est pas très scientifique. Bon, donc on revient à nos. Ah non, mais on me voit moi là. Et là, ça marche pas. Ah ok, super, c'est mieux. Donc voilà, donc toutes les petites boules sont des atomes hein, et en effet, on a une organisation différente. Donc ce que j'expliquais, c'est qu'il faut quand même des électrons parce que et le problème, c'est que si vous mettez une surface même conductrice à l'air, au contact de l'air, elle va s'oxyder, donc le problème, elle sera plus conductrice. Donc on est obligé de travailler sous vide et ça, c'est toujours un peu ennuyeux. Donc Gerd Binnig, vous avez remarqué qu'il était assez jeune, il avait 34 ans quand il a eu son prix Nobel. Il s'est dit que je ne vais quand même pas m'arrêter là, dans ma carrière. J'aime ce que je fais. Donc, il part à Santa Barbara, aux États-Unis, avec Christophe Gerbert et Calvin Quate. Ils vont créer, je dirais, le petit frère ou la petite sœur du microscope à effet tunnel, qui est le microscope à force atomique. Alors, force atomique, ça fait... Je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça, parce que c'est un peu spécial, ça fait peur à tout le monde. Mais non. Donc, microscope à force atomique. Dans l'idée, c'est qu'on a le même principe, c'est-à-dire on a une pointe, une petite pointe, qui s'approche très près d'un échantillon. Mais cette fois, au lieu de mesurer un courant, on mesure une force. Et pour mesurer une force, on va utiliser la loi d'Hooke. Parce qu'en fait, on va mettre cette force, j'arrive pas trop... On va mettre cette pointe, à l'extrémité d'un levier. Et lorsqu'il y a une force d'interaction entre la pointe et l'échantillon, la pointe, elle va être attirée et donc le levier va se courber vers le bas. Si j'utilise un laser, une petite photodiode, j'éclaire le haut du levier et puis je regarde le rayonnement réfléchi, eh bien j'aurai un mouvement du spot sur mon photodétecteur qui sera représentatif de la courbure du levier et donc de la force. Hein, c'est proportionnel en plus. Donc, et l'avantage, mais vraiment ça c'est l'avantage, c'est qu'il y a toujours une force. Voilà. C'est-à-dire, quel que soit le matériau qu'on regarde, il y aura toujours une force d'interaction entre votre pointe et une surface. Et encore mieux, je peux travailler donc dans n'importe quel milieu. Je ne suis pas obligée de travailler sous ultravide puisqu'il n'y a pas d'électrons. Je peux travailler à l'air sans problème. Je peux travailler en liquide. Et donc, je peux observer mes cellules vivantes. Rappelez-vous que c'est intéressant aussi d'observer les cellules vivantes. On a une petite moins bonne résolution, c'est un peu frustrant. On est à 0,1, 1 nanomètre au lieu de 0,01. Mais on peut observer tout ce qu'on veut. Il y a toujours une force. Donc, c'est un outil assez idéal pour la biologie, en complément des autres. Alors, je vous montre quelques images de cellules. Alors, c'est... E. coli, qui est déposé sur du verre dans une boîte de pétri. Vous avez donc les cellules. Oh, excusez-moi. Vous avez les cellules. Vous voyez le flagelle qui leur permet de se déplacer. Il fait 20 nanomètres et je peux l'observer. Je peux aussi observer des tout petits cils. Je ne sais pas si vous les voyez bien, des tout petits cils autour de la cellule qui sont les pili, qui lui permettent de bouger. Et puis je peux rester. Je suis en solution. En temps réel, je laisse mon microscope au-dessus, puis je regarde l'évolution. Donc, je regarde la création du biofilm. Au bout de quelques heures, il y a les cellules se scindent en deux. Voilà, la cellule mère devient 2 cellules filles. Et puis, au bout d'un moment, on fait un tapis de cellules sur la surface. Donc, on peut suivre l'évolution. Tout ça est vivant. Il n'y a pas de souci. Microscope, avec une grande précision.
ce qui est intéressant aussi, c'est d'observer la forme de nos cellules, parce que souvent, la forme, le changement de forme est lié à une pathologie. Donc là, vous avez par exemple un globule rouge. S'il est malade, pour une certaine maladie, il va avoir cette forme-là, un peu pelle à tarte, ou bien sous forme de pâquerette, là, donc avec ce qu'on appelle des spicules. Et donc ça, c'est une autre maladie. Et pour essayer de comprendre d'où ça vient, eh bien, on va utiliser un globule rouge sain, et puis on va lui injecter un peu de chimie, de molécules, de manière à lui donner cette forme-là. Et on pourra expliquer finalement d'où vient la maladie. Vous voyez, donc c'est intéressant là, d'observer en solution ces cellules. L'ADN, donc là c'était des images assez grosses finalement que je vous ai présentées juste avant, puisqu'on voyait des cellules, mais on peut regarder par exemple des brins d'ADN. Donc là vous avez un brin d'ADN, donc ça peut être très très long, mais le diamètre d'un brin d'ADN c'est 2 nanomètres, donc c'est très petit, voilà. Ça on ne peut pas le voir facilement. Et sur cette image qui est assez remarquable, on peut même voir la façon dont les brins s'organisent. On parle de grands sillons et de petits sillons dans l'ADN, et on peut carrément les observer. Si je retrouve voilà. Ici, vous voyez, vous avez les sillons, et on a une très bonne précision à l'intérieur de l'ADN. Les pores nucléaires, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, on les voyait au microscope électronique. Là, on peut observer ces pores vivants, et on peut regarder soit du côté cytoplasmique, soit du côté nucléaire. Donc, soit on regarde le haut du panier de basket, soit on regarde par-dessous. Et on peut regarder aussi comment ça évolue si on rajoute des ions, parce qu'ils servent à faire passer les ions, ces pores. Donc là, c'est ce qui se passe ici. Sur les images d'en bas, on va rajouter du calcium. Et quand on rajoute du calcium, on s'aperçoit que le pore s'ouvre, en fait, le fond du panier de basket se déplace pour laisser passer les ions. Bon, je peux vous montrer énormément d'images. Je arrive à la fin de mon exposé. Je voudrais juste vous montrer quelque chose qui est assez extraordinaire aussi. C'est que maintenant, on fait du cinéma, en fait. Et on va regarder une molécule. Donc, une molécule qui, ici, est la myosine. Donc, où est mon curseur? J'ai encore perdu. Là. Alors, on a une molécule, vous voyez, elle se présente comme ceci. Elle a 2 pieds. Et elle se déplace sur un filament d'actine. Voilà. Bon. Et on peut regarder son déplacement. Là, vous avez des images qui sont réalisées, donc c'est quand même à l'échelle de la molécule, hein, c'est tout petit quand même, hein, ce sont des molécules qu'on observe. Donc c'est ce qui est représenté dans ce petit film. On peut voir la molécule, alors c'est un peu flou, mais enfin quand même, on peut voir la molécule qui se déplace sur le filament d'actine. Voilà. Donc on arrive à quand même une précision assez importante avec des images voilà, toutes les 146 millisecondes. Donc il faut quand même un développement instrumental assez important à côté. Voilà, donc je vais terminer là-dessus. Je voulais juste dire en conclusion que j'espère que je vous ai convaincu que l'infiniment petit était aussi intéressant que l'infiniment grand, parce qu'on regarde toujours les étoiles, mais bon, c'est aussi intéressant de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la matière. Et puis aussi, en particulier, c'est intéressant pour une quête comme la santé pour tous. Hein. C'est pour ça que je l'ai illustré cet enseignement par des applications en santé. Évidemment, il y en a dans d'autres domaines, améliorer un téléphone portable par exemple. Mais bon, voilà, j'ai choisi de vous parler de la biologie. L'important de construire des appareils pour dépasser les limites du savoir. Rappelez-vous quand même que Pasteur n'a pas réussi à observer les virus, même s'il a quand même trouvé le vaccin, mais en fait, il n'a pas pu les voir, ce qui devait être un peu rageant, je devrais dire, c'est un peu d'humour. Il a fallu quand même l'ingéniosité de différentes personnes pour passer des observations à l'œil nu jusqu'au microscope à champ proche, on est d'accord, hein. Certains étaient des scientifiques, d'autres non, pas du tout. Rappelez-vous le drapier, hein, hollandais. Par contre, il a été malin parce qu'il n'a pas donné la recette de sa lentille. Et en fait,
D'autres étaient ingénieurs pour la télévision, par exemple. Et l'avancée de ces recherches, elle dépend de la construction de ces appareils, hein, de même que ces appareils n'existent pas sans le développement de nouvelles théories. Rappelez-vous que sans la physique quantique, on n'a pas les microscopes électroniques. Et on n'a pas non plus le microscope à effet tunnel. Donc là, c'est encore plus de temps entre les deux. Voilà, donc il faut des gens curieux, hein, qui ne se concentrent pas uniquement sur leur domaine. Ça, c'est important, puisqu'il faut aller voir ailleurs ce qui se passe pour pouvoir s'intéresser aux céramiques piézoélectriques, qui ne sont pas du tout le domaine de Gerd Binnig et Reurer, par exemple, qui s'intéressent, eux, à développer l'ordinateur des années 80. Donc, c'est vraiment pas du tout leur sujet. Et pourtant, voilà, ils vont le faire. Donc, il y a ce besoin d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Donc, je vous ai mis Gandhi qui regarde je ne sais pas quoi dans un microscope. J'avoue que je ne sais pas. Et je vous ai mis aussi un livre qui beaucoup d'images viennent de ce livre. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis un peu en avant, même si vous avez toutes les références dans les slides. Mais voilà, il y en a beaucoup qui sont extraits de ce livre. Voilà, je vous remercie. Je suis prête à répondre à vos questions, s'il reste un peu de temps, parce que je n'ai absolument pas regardé le temps. Merci. Y a-t-il des questions? Merci beaucoup Magali pour ce développement. Et donc les petites questions peuvent commencer. Bonjour, merci pour cet exposé. Et est-ce que vous pouvez revenir, s'il vous plaît, sur la slide de Pasteur? Parce que j'avais juste une question par rapport à ça. Il est loin, Pasteur. Pasteur, oui. Non. J'ai déjà passé? Le voilà, non, vous êtes confondu avec De Broglie. C'était juste une question, parce que du coup, il est marqué qu'il est mort en 1858, mais qu'il y a une mise en évidence de la maladie du charbon en 1861. C'est juste une question. Alors c'est peut-être une erreur, oui, en effet. Oui, je me suis peut-être trompée là sur sa date de naissance. Oui. Bon, ça me paraît pas très important, mais oui, vous avez raison, je modifierai la prochaine fois. Non, mais c'était pas pour vous embêter, c'est juste pour être sûr, en fait, parce que du coup, je comprenais pas trop. Non, il l'a pas fait après sa mort. Mais en effet, il y a une erreur. Je suis d'accord. J'avais une question. Déjà, je voulais vous remercier pour votre présentation qui était très, très intéressante. Et je voulais savoir si, au niveau des ruptures que vous avez montrées dans le micro, le tout petit, est-ce que ces avancées dans le micro ont permis des avancées dans le macro, que ce soit, par exemple, avec les télescopes? Est-ce qu'il y a eu des liens, des choses qui se sont liées, une corrélation entre les deux? Voilà. C'est une super... Très très bonne question à laquelle je ne vais pas pouvoir répondre, mais non, en fait, évidemment qu'il y a eu une évolution en tout cas sur certains microscopes. Les microscopes principalement qui sont utilisés sont optiques quand même, mais il y a énormément de travail qui a été réalisé sur le polissage des lentilles, hein, par exemple, sur la fabrication à grande échelle de ces microscopes. Donc, c'est plus sur le matériau. Alors, mais j'avoue que je n'ai pas la connaissance pour vous répondre précisément sur l'infiniment grand. Mais oui, il y a évidemment des évolutions en lien. Ouais. Je peux peut-être apporter un élément de réponse en sens que pour les télescopes, en fait, les lois de l'optique s'appliquent de toute façon aussi bien au microscope qu'au télescope. Et en particulier, vous avez mentionné les questions de résolution des aberrations chromatiques. Ouais. Le problème des aberrations existe en télescope et ça a été de gros progrès aussi, en fait. Donc, mais ça, c'était Huygens, en fait. C'est assez vieux, finalement. C'est assez vieux. Donc, j'allais dire, les règles de l'optique sont universelles de ce point de vue-là et puis s'appliquent aux deux applications, c'est-à-dire à l'infiniment petit, comme vous dites, et puis l'infiniment grand. Merci. Oui, j'ai deux questions, simplement sur le plan historique. En quelle année on a pu observer l'atome pour la première fois en microscopie électronique en transmission? Vous savez? Ah non, je ne sais pas. En fait, ou la période, en tout cas.
Ah, la période. Je pense qu'assez rapidement, je dirais dans les années 40-50. 40-50, ouais. Mais on a fait il y a eu beaucoup de progrès des microscopes électroniques dans les années 60. Ouais. Parce qu'il y a eu beaucoup de progrès dans l'ultravide. C'est-à-dire, au début, on avait un vide primaire, on va dire, et puis on est arrivé jusqu'au vide ultravide, et donc ça permettait d'observer beaucoup mieux. Ouais. Je posais cette question parce que vrai, quand on pense à la distance entre le concept de la matière est insécable, que c'était votre introduction, et puis la visualisation de l'atome, il y a quand même quelques années, c'est le moins qu'on puisse dire. Quoi. Et en plus, la première fois où on a vu l'atome, ça quand même... Je crois qu'on a dû ouvrir une bouteille de champagne. Quand même, ce jour. Je suis d'accord. Mais le pire, c'est que quand on utilise le microscope électronique en transmission, on ne voit pas exactement l'atome. On n'est pas obligé... on n'est pas sûr de voir l'atome exactement où il est. C'est-à-dire que comme c'est une image reconstruite, la véritable fois où on voit l'atome ou l'absence d'atome, c'est avec le microscope à effet tunnel, parce qu'on peut dire là, il en manque un. Vous voyez, c'est localisé. On a vraiment une image exacte. Alors que le microscope en transmission, il regarde à travers et il reconstruit l'image à partir de la diffraction à travers l'objet. Donc c'est une image reconstruite. C'est pas. Donc moi, quand je dis de Démocrite, je vais jusqu'au microscope à effet tunnel. Et en plus, Démocrite, il n'avait aucun moyen de le prouver. On est d'accord. Hein. Donc c'est vraiment une idée, en effet, une idée farfelue, surtout à l'époque où il y avait de dire qu'il y a seulement seul existe l'atome et l'espace vide dans une Grèce antique où il y avait un dieu pour chaque chose, c'était assez surprenant aussi. Tout à fait. Même cette démarche. Quoi. Et puis ma deuxième question, c'est aujourd'hui, à partir du moment où on est capable de voir une molécule, même si, comme vous dites, les images sont floues, ça veut dire qu'on est capable, ou peut-être presque, de pouvoir suivre une réaction chimique et en particulier de pouvoir voir les questions de conformation et de voir la réactivité d'une réaction en fonction justement du positionnement des molécules les unes par rapport aux autres ou des groupements de molécules on peut le faire en catalyse par exemple. Bon, c'était pas mon sujet puisque j'ai choisi la santé, mais en catalyse, on peut observer de façon directe en temps réel une catalyse se faire, quoi, un recouvrement d'oxygène sur une surface par exemple. Et là, vous changez complètement votre surface. Comme je vous ai montré par exemple le silicium et le bore, on peut voir par exemple, au début vous avez une organisation, puis une nouvelle qui est due à la présence des atomes qui se sont fixés sur la surface au fil du temps. Et ça c'est assez remarquable quand même. Oui aussi, tout à fait. Merci en tout cas pour la conférence. À mon tour de vous remercier de cette conférence très didactique. Alors moi j'étais une ancienne biologiste. Alors je suis désolée, je suis pas biologiste. Non, mais vous avez très bien dit les choses. C'est pas du tout une critique, au contraire. Sauf ce que je voulais dire, le terme de rupture créatrice, je trouve que cette association de mots est formidable. Et pour moi, la rupture créatrice la plus importante, c'est celle du XVIIe siècle, c'est-à-dire les premiers microscopes, parce que de là a été éliminées toutes les théories de génération spontanée, d'animalcules et compagnie. Et alors après, ce sont des ruptures créatrices, mais beaucoup plus technologiques. Oui, c'est vrai. C'est formidable aussi. Hein. Oui. Et par exemple, pour les molécules vivantes, donc on arrive à voir des trucs, par exemple l'actine, la myosine, je connaissais bien, mais en fait, on confirme des hypothèses qui ont été faites de savoir que la myosine faisait ci et faisait ça, la conformation à l'intérieur d'un nucléosome, ça faisait ci, faisait ça. Et le grand sillon, le petit sillon, mais c'était les physiciens qui l'ont démontré. Là, on le voit. Donc, c'est vrai que c'est formidable, mais c'est vrai que tous les autres scientifiques ont bien montré les choses et c'est très agréable de voir une image qui démontre la chose. Hein. Mais moi, je différencierais la rupture créatrice conceptuelle de la rupture créatrice technologique, importante encore une fois. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Je suis d'accord. Mais c'est vrai qu'après tout, avec la microscopie, ça a permis. C'est une révolution. Mais je pense que c'était important, par exemple, de connaître, de voir les virus quand même, de voir dans la dernière pandémie, on était intéressé quand même de voir comment se fixaient. Vous avez tout à fait raison. Mais on les suspectait, on les voyait pas, mais on les suspectait. Donc ça a été très bien de pouvoir les voir en vrai. On les suspectait, bien entendu. Et des virus, dans les virus maintenant, c'est encore pire.
il n'y a pas si longtemps que ça qu'on voit les virus. Hein, c'est ce que j'ai ouais. découvert au travers d'autres présentations. Moi aussi, je l'ai découvert en préparant tout ça, parce qu'en fait, oui, moi je pensais que Pasteur les avait vus. Quoi. Les bactéries, ça faisait déjà longtemps, mais les virus, c'est beaucoup plus gros. Oui, c'est ça. 62, j'ai mis celui de la rage. Voilà, j'ai trouvé ça. Ouais, enfin, ça dépend de l'âge de la personne qui pose la question. Il y a des questions peut-être sur le forum. Du coup, moi, j'ai une petite question. Merci pour la conférence. C'était peut-être effectivement, pour prolonger la question de Madame, de la théorie au développement, disons, technologique. Il a été question à un moment d'un savant qui a été embarqué dans la préparation de l'arme atomique allemande, russe. Et évidemment, ça fait songer au film que certaines personnes ont sans doute vu cet été, Oppenheimer, où on voit effectivement le fait qu'un certain nombre de théories doivent à un moment être éprouvées dans la construction en fait, d'une arme. Et finalement, ça commence. Moi, je me souvenais l'année dernière du drapier. Donc, bon, lui, il est animé par un motif qui a l'air quand même assez savant, avec ses 560 lettres envoyées. Il veut être reconnu quand même pour son travail. Hein. Mais on peut imaginer en effet que c'est pour les raisons liées à son métier au départ qu'il agit. Et finalement, plus on avance dans le temps, quelle est la... Enfin, tout ça suppose des financements qui sont des financements de plus en plus conséquents. Donc, quelle est la part de la recherche fondamentale et d'un financement privé? Parce que j'imagine que, sauf situation de guerre, alors ça peut être la guerre contre un virus, mais sauf situation de guerre, tous les savants là qu'on a vus, les derniers savants, enfin, quelle est la part de financement de recherche, ou même pour les vôtres en réalité, hein? Alors, en fait, ça reste quand même de la recherche fondamentale. Comme je vous expliquais sur les derniers microscopes, finalement, on pouvait les fabriquer en laboratoire, donc c'était pas si coûteux que ça, d'accord ? Donc on n'avait pas besoin d'énormément de financement, même s'il en fallait quand même, mais bon. On va trouver des gens qui veulent avoir des informations sur leur surface, par exemple, qui veulent savoir comment va se comporter telle ou telle surface qu'ils sont en train de préparer. Aujourd'hui, on va plutôt se mettre à plusieurs pour acheter, en fait. On va mutualiser les laboratoires, éventuellement même, enfin, les ressources, les laboratoires. Quand on veut acheter un microscope, les plus chers sont les microscopes électroniques en transmission. Donc, il faut se mettre à plusieurs. Voilà. Ou alors, ces appareils résistent pas mal au temps aussi, hein, et ils sont quand même assez robustes. Et donc, il y a des réparations qui se font, mais ils peuvent tenir quand même un certain nombre d'années aussi. Donc, non, c'est pas trop un souci. Par exemple, nous, dans notre laboratoire, on a un microscope à force atomique pour tout le laboratoire. Et on forme tous nos doctorants, puisqu'on est un institut des nanotechnologies, on les forme tous à l'utiliser, à l'air, sur des surfaces inertes. Voilà. Donc pour faire des expériences, juste j'observe, c'est pas très compliqué. Pour faire de la recherche dessus, c'est pas pareil. Donc il faut un peu plus de temps à consacrer. Mais non, on va plutôt mutualiser. Voilà. C'est assez rare qu'on... Et puis, il y a beaucoup de constructeurs de microscopes aussi, voilà, qui éventuellement sont contents d'en mettre un dans les labos. Enfin, bon, voilà. Voilà. Ça, ce sont associés des brevets. Enfin, il y a quand même des questions de... Alors, les brevets, nous, on n'en a pas tant que ça sur ce genre de... Voilà, c'est vraiment de la recherche académique qu'on va faire avec ces objets. Mais là, ils sont en constante évolution, ces microscopes. Moi, aujourd'hui, je travaille sur un microscope à force atomique. Et l'idée, c'est de faire de la transmission encore. Mais avec le microscope à force atomique, qui est censé faire la surface. Mais l'idée, c'est de regarder l'eau. Parce que c'est pas facile de regarder l'eau à l'échelle nano. Et une interface eau ou liquide, hein, liquide-solide, ça, c'est quelque chose... Il y en a partout. En catalyse, dans plein de domaines, il y a toujours une interface, un biofilm. Et donc, comment ça se passe sur les quelques nanomètres au-dessus de la surface solide quand elle est dans une solution?
Et donc là, il y a des collègues espagnols, japonais qui ont développé avec leur microscope. Ils l'ont développé et donc après, les industriels s'associent pour essayer de les vendre ensuite. Et voilà, donc c'est toujours en perpétuelle amélioration, quoi. Voilà. Oui. Bien sûr. Qui est un petit peu dans la continuité de ce que vous venez de dire en expliquant que vous travaillez sur de nouveaux types de microscopes. C'était donc de savoir si ces évolutions arrivaient par nécessité ou un petit peu par le fruit du hasard. Voilà. Est-ce qu'à un moment on se dit on a envie de voir encore plus petit, donc on va essayer de chercher à voir plus petit, ou avec le temps, ça arrive de manière naturelle? Voilà. Alors, c'est pas moi qui ai eu l'idée de ce microscope qui voit en 3 dimensions, enfin qui voit l'eau au-dessus de la surface. Donc, je peux pas me mettre dans la tête de la personne qui l'a fait, mais je pense que c'est plus la connaissance qu'autre chose, en fait, de se dire il y a beaucoup de domaines où, en effet, on est intéressé par ce qui se passe entre un solide et un liquide. À l'échelle nanométrique, comment ça s'organise? Ça, il n'y a aucune technique qui le fait. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de le faire? Et voilà. Mais c'est plus par cet aspect-là. Mais pas pour une application très particulière. Voilà, on ne va pas se dire c'est pas comme le drapier, quoi, en fait, pour être honnête. C'est pas je veux mesurer mes fils, donc je me fabrique un objet. Voilà. Donc les personnes qui seront en ligne ou qui verront le replay pourront poser des questions par mail à Nathalie voilà, et vous y répondrez. Ouais, pas de souci. Merci beaucoup encore pour votre intervention. Merci. Donc, quel âge il a, Louis Pasteur? Vous avez regardé sur votre téléphone portable?